18h passées de 59 minutes, c'est donc le début du 19-20. Nous sommes le mercredi 30 août. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité nationale, il y a l'angoisse en Isère. Et ce, 3 jours après la disparition de la petite Maëlys, c'était lors d'un mariage. Les recherches se sont intensifiées, mais pour l'instant, aucune nouvelle, aucune trace de la fillette âgée de 9 ans. Ce titre sera développé à partir de 19h30. Et dès à présent, dans le journal régional, nous allons parler de ce travail saisonnier qui a commencé dans certains vignobles du Muscadet et qu'on appelle les vendanges. Précoce, mais c'est le moment. Au raisin maintenant de livrer le meilleur de lui-même. Un roman policier publié à titre posthume, un livre signé Jean-Michel Lambert. C'était le premier magistrat de l'affaire Grégory, il était devenu écrivain. L'un de ses confrères auteurs l'a bien connu, Eric Young, nous parlera de cet homme détruit qui a longtemps cherché à se reconstruire. Bonsoir, à tout de suite en duplex de Tours. Et puis Dunkerque, il y a la ville du Nord, certes, mais en ce moment, au cinéma, il y a le film L'Opération Dynamo, et ce pour sauver des soldats britanniques et français. Il est sur les écrans en ce moment. En Sarthe, un homme connaît cette histoire puisque c'est celle de son père. C'est toujours un moment très attendu à la fin de l'été, les vendanges. En Muscadet, dans le vignoble nantais, elles ont commencé dès ce matin pour certains viticulteurs, c'est-à-dire avec 2 semaines d'avance, sous la pluie, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est que le futur breuvage, lui, soit de qualité. En Loire-Atlantique, reportage Jean-Marc Lallier et Daniel Le Floch. Comme Kim Jong-do, il vient d'arriver, il portera en deuxième partie de la matinée. D'accord ? Donc tu commences et puis toi, pour l'instant, tu coupes. Kim Jong-do, lui, va couper et son collègue va prendre la hotte. 35 hectares, de belles grappes de raisin et un peu de stress pour la mise en place des vendangeurs. Ici, on produit du muscadet biologique et les vendanges sont uniquement réalisées à la main. Certainement l'aboutissement, oui, de tout le travail à la vigne. C'est toujours une période un petit peu bizarre parce qu'il y a beaucoup d'excitation positive et puis pas mal de stress aussi parce que vous avez vu, on a une équipe d'une 50aine de personnes, donc il faut accueillir ces 50 personnes, organiser le travail pour qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Des conditions météo cette année très favorables aussi pour l'état sanitaire du raisin. Là, on ramasse du beau raisin, c'est-à-dire que c'est très agréable à vendanger et puis de belles grappes. Peu d'inquiétude sur la qualité, mais une légère perte sur la quantité due au gel de l'hiver. Marc, le vigneron, est serein. En général, les millésimes précoces se présentent toujours bien. Là, la fleur était vraiment très tôt, hein, fin mai. Et bon, quand on vendange fin août, en général, l'état sanitaire est bon. Et puis les raisins ont eu le temps de mûrir. Donc il y a vraiment un bel équilibre. Hier, on a trouvé pratiquement 12 de degrés et puis 6 d'acidité. Donc ça, c'est vraiment des équilibres parfaits pour faire des grands vins, quoi. Le domaine de la Pépierre produit chaque année environ 190 000 bouteilles, dont 90% sont vendues à l'export. Lundi prochain, le matin, la cloche des établissements scolaires sonnera 2 choses, et la fin des vacances et évidemment l'heure de la rentrée. Eh bien, au rectorat de l'Académie de Nantes, tout le monde est prêt. Les chiffres, les nouvelles mesures du gouvernement, les réponses même aux attentes des élèves, mais également de leurs parents ou encore des enseignants. Tout cela est passé au crible par Marie-Charlotte Roupy et Thierry Poirier. La rentrée approche à grands pas. Près de 730 000 élèves vont pousser les portes des établissements scolaires de la région cette année. Les effectifs dans les classes de primaire diminuent, alors qu'au collège et au lycée, ce sont 2500 élèves supplémentaires par rapport à l'an dernier. Mais ce petit ralentissement de la pression démographique est une aubaine pour le rectorat des Pays de la Loire. Ça donne des marges pour conforter le remplacement, c'est-à-dire mettre des postes pour le remplacement. Et ça nous a donné des marges aussi pour ouvrir 53 classes de CP dédoublées supplémentaires dans les réseaux d'éducation prioritaire plus, c'est-à-dire les écoles qui accueillent les élèves qui sont les plus en difficulté au titre de la mesure souhaitée par le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale. Effectivement, la rentrée 2017 est marquée par le changement de gouvernement et de politique. L'Académie s'est adaptée. Outre les classes de CP, des réseaux d'éducation prioritaire plus dédoublés, c'est aussi le retour des langues mortes et des classes bilingues.
qu'on n'avait pas supprimé le latin et le grec dans l'académie, donc il n'y a pas eu de questions particulières. Sur les classes bilingues, on a pris contact avec tous les collèges où on avait supprimé une classe bilingue pour voir comment on pouvait la rétablir. Le rectorat a aussi tenu sa promesse de janvier dernier. 414 postes ont été créés, la majorité pour des enseignants en primaire et secondaire. Le reste compose les équipes dirigeantes des 3 nouveaux établissements de l'académie. Il faudra encore travailler sur le programme Devoirs faits, nouvelle mesure du gouvernement pour assurer une aide aux devoirs à tous les élèves. Elle doit être effective d'ici les vacances de la Toussaint. Grande réunion d'importance cet après-midi à Nantes, en préfecture de Loire-Atlantique. La préfète, le procureur de la République, des policiers, la maire de Nantes et le président des transports de l'agglomération nantaise recevaient les syndicats des agents, des chauffeurs de bus, inquiets après de très nombreux incidents sur le réseau cet été. Ils ont subi des insultes, des agressions qui leur font aller au travail aujourd'hui la peur au ventre. Le 14 août, ils ont même fait grève pour alerter sur leurs conditions de travail. Alors justement, on va tout de suite se rendre à l'extérieur de la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes pour retrouver Stéphanie Pagrimaud. Bonsoir Stéphanie. Quelle réponse proposent aux chauffeurs les autorités ? Bonsoir Emmanuel. Eh bien déjà la réunion s'est terminée il y a à peu près une demi-heure et une chose est sûre, à la sortie de cette réunion, les syndicats des chauffeurs des transports en commun nantais étaient plutôt satisfaits. Ils avaient le sentiment en fait d'avoir été entendus. Alors à cette raison évidemment plusieurs annonces ont été faites, des annonces qui les rassurent. Première annonce, le renfort des agents de sécurisation. 10 personnes supplémentaires vont être données au réseau. La création d'un PC sûreté qui coordonnera les moyens de police et ceux de la Sémitan. Et puis la mise en place d'une vidéoprotection place du commerce, un point névralgique du réseau des transports en commun nantais. Alors tout cela rassure les syndicats. Seul bémol, en revanche, 34 policiers supplémentaires seulement et pour une semaine seulement, celle de la rentrée la semaine prochaine. C'est trop peu selon les syndicats. Des syndicats qui devraient rencontrer François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, lundi prochain pour évoquer le sujet. Merci beaucoup Stéphanie Pagrimaud depuis la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes. La mobilisation pour réclamer la libération de Lou Bureau ne faiblit pas. Lou Bureau, c'est ce jeune journaliste de 27 ans, originaire d'Orvaux, tout près de Nantes, qui est retenu dans une prison turque depuis le 26 juillet dernier. Eh bien, son portrait géant vient d'être exposé sur la façade de l'hôtel du département de Loire-Atlantique à Nantes. C'était cet après-midi, en présence de Loïc Bureau, son père, que nous recevions dans ce journal il y a quelques jours. Dimanche, le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé à son homologue turc, Erdogan, la libération du journaliste le plus rapidement possible. Un vent de panique est en train de saisir la faculté de médecine à Nantes. Début août, un colis contenant 6 kilos de nitrate de potassium a été livré pour un laboratoire. Seulement depuis, impossible de mettre la main dessus, il a disparu. Pas forcément volé, mais en tout cas impossible de le retrouver. Des policiers enquêtent tout de même suite à une plainte de la faculté, car le produit est très dangereux et s'il est mélangé à d'autres produits, il peut être explosif. L'actualité, c'est également sur notre site internet où on vous alerte sur un faux appel aux dons. Ne tombez pas dans le piège pour le CHU de Nantes. Attention, l'histoire circule en fait depuis 2003 et refait surface régulièrement. Non, l'hôpital de Nantes n'a pas lancé un appel pour sauver une petite fille qui s'appelle Lucie, atteinte d'une grave leucémie. Ceci n'est qu'un canular. 19h07, dans ce journal, restez avec nous. On va parler à présent de ce livre intitulé « Témoin à charge ». C'est un roman policier qui est signé Jean-Michel Lambert. On en parlera dans un instant avec un journaliste écrivain qu'il a bien connu depuis de très nombreuses années, Eric Young. On vous retrouve tout de suite depuis Tours. Mais d'abord, parce que vous signez la préface de ce livre aux éditions de Boré et à ce titre posthume, puisque l'écrivain s'est suicidé le 11 juillet dernier. Thierry Berco. Le dernier livre du juge Lambert, Témoin à charge, a des allures prophétiques. Dans ce livre posthume, écrit avant les derniers rebondissements de l'affaire Grégory et sorti en librairie jeudi dernier, le personnage met fin à ses jours comme son auteur, étouffé dans un sac plastique. C'est en effet le 11 juillet que le juge Lambert s'est suicidé au Mans dans son appartement. Après un début de carrière fracassant sous la lumière des projecteurs, l'homme menait une vie discrète comme juge au tribunal d'instance du Mans et auteur de polars. Ceux qui l'ont croisé se souviennent d'un homme rongé par l'affaire Grégory. C'est un homme qui est blessé par tout ce qui s'est passé et on le juge avec 30 ans d'écart entre les faits et aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque, hein. C'est pas si facile que ça.
Dans une lettre adressée à l'Est républicain, Jean-Michel Lambert avait cherché à justifier son geste. Ce énième rebondissement est infâme, confiait-il. Il repose sur une construction intellectuelle fondée en partie sur un logiciel. En 2014, à l'occasion de la sortie d'un de ses livres sur les injustices, Jean-Michel Lambert, invité de notre émission politique La Voix est libre, était revenu sur l'affaire qui a bouleversé sa vie. Elle a bouleversé ma personnalité, elle a bouleversé mon regard sur l'institution judiciaire. Ça me paraît effectivement évident parce que cette affaire marque l'échec de la justice et surtout j'ai découvert à travers elle la nécessité de toujours juger avec humilité et si possible humanité. L'écriture était pour lui une façon de trouver de la sérénité, lui qui a été victime de son inexpérience et de fortes pressions médiatiques à l'époque des faits. Et comme promis, on va se rendre à Tours pour retrouver en duplex Éric Young, ancien chroniqueur, journaliste sur France Inter, écrivain. C'est à ce titre d'ailleurs que vous avez rencontré plusieurs fois le juge Lambert, que vous connaissiez bien. On l'avait surnommé, il avait même écrit un livre qui s'appelait Le Petit Juge. Est-ce que pour vous, il était un grand écrivain ? En tout cas, c'était un écrivain sûr, certain. D'abord, il avait une grande culture littéraire. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît peu. Il avait cette discipline de se mettre tous les jours, après son petit déjeuner, à son bureau. Il se mettait devant l'ordinateur et tous les jours, il écrivait. Et l'écriture faisait partie de sa reconstruction, comme il le disait, comme il m'a confié environ un mois avant sa disparition. Et sa reconstruction passait effectivement par sa famille, sa femme, ses enfants bien sûr, le sport, m'avait-il dit aussi, et surtout l'écriture. Et le dernier roman, Témoin à charge, donc qui vient d'être publié, et de mon point de vue, moi qui ai lu plusieurs livres, il en a fait 11, c'est le 11e roman, est le livre le plus abouti. Et dedans, il y a véritablement des portraits de personnages magnifiquement ciselés et une ambiance balsacienne dans cette ville qui est Le Mans où se passe l'action du livre. Et tout ça fait un très très bon livre, vraiment. Justement, tous ces personnages, Éric Young, là, dont vous parlez, il y a des procureurs, il y a des avocats, il y a des juges et évidemment des criminels dans ce livre. Est-ce que c'est un petit peu un condensé ? Il y a un petit peu de Jean-Michel Lambert dans chacun d'eux. C'est un petit peu ma question. On va regarder quelques extraits de ce qu'a écrit Jean-Michel Lambert. Et on ne peut pas ne pas penser à l'affaire Grégory quand il dit « Sa conscience ne lui pardonnerait jamais d'avoir laissé condamner un innocent ». Peut-être en référence à Bernard Laroche. Ou encore sur la suite de sa carrière après Épinal, « J'espère qu'on me collera dans une chambre civile tranquille ». Ou encore son propre suicide, puisque l'un des personnages se met, comme l'a fait Jean-Michel Lambert, un sac plastique sur la tête pour se donner la mort. Oui. De toute façon, il y a une dominante dans tous les livres de Lambert, qu'ils soient des romans ou des essais. Il a fait un essai combien de suis-je coupable d'injustice, qui était paru dans un livre précédent, et vraiment son obsession, enfin c'est pas le bon mot que j'emploie, mais en tout cas son idée, le travail sur lui-même qu'il fait depuis des années, c'est une réflexion sur l'appareil de la justice, de ce qui fonctionne, mais surtout de ce qui ne fonctionne pas. Et dans le livre, effectivement, le dernier Témoin à charge, c'est un condensé, effectivement, de tout ce qu'il connaît, de tout son vécu. Il y a des magistrats, bien sûr, mais il y a aussi le vécu du milieu dans lequel il a appris à connaître l'humain, c'est-à-dire une certaine bourgeoisie d'une ville moyenne. C'était à Épinal, mais là, c'est écrit au Mans, l'action se passe au Mans. On retrouve les mêmes personnages avec les secrets de famille, les cloches qu'on entend sonner, les perfidies entre les personnages, les gens, et puis toutes ces choses qui construisent véritablement. Tout à l'heure, j'employais le mot balsacien, mais un roman balsacien. Je suis persuadé, mais je suis vraiment convaincu, si Chabrol était encore vivant, c'est le genre de livre qui l'aurait intéressé pour adapter au cinéma. Parce qu'en plus, il y a plein de détails et il livre plein de petits secrets, en effet, sur la justice et son fonctionnement. Oui. Et c'est presque scénarisé. L'écriture est simple, mais très, très limpide, très fluide. Est-ce qu'il était, selon vous, trop fragile pour cette vie ou au contraire, l'écrivain est mort à cause du passé du juge ? Le mot fragile, je crois que c'est vraiment un mot à éliminer. C'est un homme qui est toujours resté debout malgré tout, on le connaît peu. C'est un homme qui a, d'abord que j'aimais beaucoup et que toute l'équipe des éditions de Boré d'ailleurs a apprécié énormément, c'était un humaniste, c'était un homme, qui était à l'écoute
des uns des autres, qui recherchaient l'expérience des uns des autres avec toujours cette même obsession, travailler sur la justice, essayer de l'améliorer, témoigner de ce qu'ils connaissaient et d'alimenter sa réflexion personnelle un peu comme Socrate, c'est-à-dire il descendait chercher la vérité tout au fond de soi-même pour la remonter à chaque fois. Et le mot fragile ne correspond pas à cela. En revanche, il était devenu véritablement un écrivain, vraiment. Merci beaucoup, Eric Young, de nous faire partager les connaissances que vous aviez. Donc Jean-Michel Lambert, ancien magistrat devenu écrivain, comme vous, parce que vous aussi, vous êtes auteur de romans policiers. Témoin à charge, donc c'est son dernier titre, à titre posthume aux éditions de Boré, préfacé par Eric Young. Merci à vous. Dunkerque séduit de nombreux cinéphiles, non pas la ville, mais le film de Christopher Nolan qui raconte le sauvetage lors de l'opération Dynamo à Dunkerque en 1940. Et bien dans la Sarthe, la sortie du film évoque quelque chose à un retraité, car cette histoire, c'est celle de son père, Willy Collin et Yann Ledos. Des soldats désemparés sur une plage pilonnée par l'aviation allemande, des bateaux aussitôt bombardés et torpillés par l'ennemi. Voilà ce qu'ont vécu les 400 000 soldats alliés acculés par la fulgurante avancée allemande de mai 1940. Parmi ces anonymes, le Sartois Robert Lenas va consigner par écrit cet épisode de la Seconde Guerre mondiale que l'on appelle la débâcle. C'est son fils cadet qui en a retrouvé le récit. Je savais que papa avait écrit ça. Je pensais que c'était sous forme d'un carnet et puis qu'il portait toujours dans son portefeuille, week-end comme semaine, toujours à l'intérieur d'une poche dans sa veste. Et puis quand il est parti, j'ai tout retrouvé, le livret militaire, ce témoignage écrit, tous les papiers, et j'ai demandé à ma mère comment est-ce que je peux prendre les documents. Arrivé à Dunkerque à 18h, sous un bombardement d'artillerie et d'aviation. Nous avons réussi à passer le barrage pour embarquer. Arrivé à 23h, le départ est donné à 23h30. Peu de documents existent sur cette période précise de l'histoire. Ce récit de la survie de Robert Lenas et de ses camarades d'infortune est donc précieux. Il consigne à l'heure près les batailles perdues de l'armée alliée face aux nazis et raconte sa fuite par la mer à travers des champs de mines de Dunkerque jusqu'à Cherbourg. Après, ils ont pris les trains, je pense des trains de bestiaux, pour toujours foutre le camp, entre guillemets. À Chartres, ils ont été bombardés pendant 24 heures, jour et nuit. Il m'a dit, on n'avait plus de fusil, il n'y avait plus de gradés, on devenait fou. Sa fuite prendra fin en zone libre. Robert Lenas sera ensuite démobilisé en septembre 1940. Il aura survécu à cette terrible bataille où périrent plus de 100 000 soldats français et britanniques. Et à 19h16, on va dans la nature à présent. L'abeille indispensable à l'homme, c'est ce que disait Einstein. Eh bien, certains le vérifient au quotidien, comme Pascal Fouché, qui a fait de sa passion son métier. Cécile Claveau et Karine Mandrel. Et la reine, elle est là. Tiens, ça c'est la reine. Et l'ouvrière à côté. Sur les abeilles, Pascal Fouché est incollable. Ruche et sain reproduction, fabrication du miel, ce jeune homme est capable de donner des conseils dans tous les domaines. Cet insecte, c'est sa passion. Les ruches sont différentes tous les jours. Et une ruche ne va pas travailler pareil. Cette ruche-là ne va pas travailler comme celle-ci. Donc il va falloir toujours prendre des initiatives de faire telle chose, rajouter des cadres de couvain, marquer la reine, changer la reine, la tuer parce qu'elle ne pond pas bien, etc. Dans sa famille, on aime les abeilles depuis 4 générations. Mais Pascal, lui, a décidé d'en faire son métier. Cet apiculteur a créé en 2003 son entreprise. Avec 2 salariés, il vend à ses clients du matériel et des abeilles pour créer des ruches, une tendance depuis quelques années. Les clients s'intéressent de plus en plus à l'apiculture. Pour le fait que ça soit naturel. On va dire, on surfe sur la vague, comme on dit. Mais on est là pour que l'apiculture soit bien faite. Parce qu'avoir une ruche au fond du jardin, c'est facile. Tout le monde peut acheter une ruche, tout le monde peut acheter un essaim. Mais il faut que derrière, ça soit bien fait. Bien fait car les abeilles sont des insectes très fragiles. Si de plus en plus de personnes souhaitent en avoir dans leur jardin, cette population de pollinisateurs diminue chaque année depuis 30 ans. Les facteurs de perte sont nombreux. Tout ce qui est agricole, produits chimiques agricoles. Ensuite, on aura toutes les ondes de téléphone portable qui font que les abeilles sont perturbées. On aura le frelon asiatique. Et puis, on a les maladies sur les ruches.
Pour former les apprentis apiculteurs, Pascal propose des formations. Les plus passionnés peuvent aussi visiter son musée. Un petit tour dans les bois à présent, en forêt de Mervan, ça se trouve en Vendée. C'est une forêt domaniale de plusieurs milliers d'hectares. Il faut savoir qu'il y a 355 000 hectares de forêt en Pays de la Loire. Et tous les ans, des arbres y sont abattus et remplacés. Élodie Soulard, Damien Ravelot. Pendant 30 ans, Bernard Longard a travaillé dans le bois. Passionné de randonnée, dès qu'il le peut, il vient se ressourcer dans cette forêt de Mervan, marcher au bord du lac, un moment qu'il affectionne particulièrement. Pour le calme et la beauté du paysage, surtout. Parce que à cette saison et à l'automne, où il n'y a plus de feuilles, c'est vraiment magnifique, quoi. Ce massif forestier de Mervan s'étend sur 5000 hectares. Pierre Courteau le connaît comme sa poche. Depuis 23 ans, il gère cette forêt domaniale. C'est une très belle forêt. Et pourquoi ? Parce qu'elle est diversifiée, elle a une topographie très variée, elle a des essences assez variées, une flore variée aussi, des expositions variées. Pour protéger cette forêt, l'homme la cultive, la façonne. L'Office national des forêts applique un plan de gestion. Tous les ans, elle abatte ici 28 hectares d'arbres. Tous sont valorisés dans la filière bois. Notre mission, c'est de régénérer cette partie, cette parcelle de la forêt, c'est-à-dire de remplacer ces gros chênes qu'on voit, qui sont âgés d'environ 180 ans, par une multitude de petits arbres à leurs pieds. Et actuellement, pour arriver à renouveler correctement cette forêt, eh bien, il faut commencer par exploiter tous ces petites tiges qu'on voit là ici, qu'on appelle du taillis, afin de permettre à la lumière d'arriver au sol. Très peu d'arbres sont finalement replantés. La nature fait son travail. Ces semis-là ont 5 ou 6 ans. Ils sont nés des glands qui sont tombés des chênes en place. Parallèlement, on a retiré les gros arbres qui se trouvaient dessus de façon à leur permettre de croître et prospérer. Les chênes représentent 80% de cette forêt. Et il y en a un qui a survécu aux coupes, c'est le chêne marinier. Il aurait été semé sous Colbert pour la construction navale. Ce bel arbre, il avait 300 ans en 1949. Il a échappé à la hache des bûcherons et au marquage des forestiers. Et il est encore là maintenant et on est bien content de continuer à pouvoir venir le saluer. Voilà. D'autres arbres remarquables sont à découvrir dans cette forêt. Avis aux randonneurs. Et le 19-20 se poursuit. Très belle soirée. À demain.